Salut tout le monde, je suis Geoffrey et je vais vous parler d'un problème. Alors je pourrais dire que c'est le problème Zack Snyder parce que après avoir vu les deux films Rebel Moon et Army of the Dead juste avant, on a un peu l'impression d'avoir touché le fond du cerveau du réalisateur de Watchmen. Je pourrais aussi dire que c'est le problème Netflix parce qu'on a également l'impression d'avoir atteint une limite et que finalement Rebel Moon 1 et 2 sont d'énièmes exemples d'un truc qui cloche dans leur manière de faire des films. Du coup, j'ai plutôt envie de parler d'un problème général sur la manière de concevoir les projets de ce type dans le monde de la SVOD et dans la course au contenu. Parce que c'est peut-être ni la faute de Zack Snyder, ni la faute de Netflix, et que ces deux films Rebel Moon sont en fait peut-être le symptôme d'un gros problème, et en fait je prends pas trop de risques en disant ça puisque Netflix est en train d'opérer une petite révolution en coulisses dans la gestion des films, un peu comme si eux-mêmes se rendaient compte qu'il y avait un problème. Salut, je m'incruste rapidos pour vous parler de notre partenaire Filmo. Filmo, c'est une plateforme de VOD avec un super boulot éditorial. Et justement, ce mois-ci, il propose un focus sur la Corée du Sud et la richesse de son cinéma local qui ne se limite pas à Park Chan-wook et Bong Joon-ho. Et dans cette sélection, je vous ai pris deux films aux antipodes l'un de l'autre que j'adore pour des raisons différentes. Le premier, c'est The Villainess de Byung-Jil-jeong. Et là, je vais pas y aller par quatre chemins. Le film s'ouvre sur un plan séquence en vue subjective où un super agent secret défonce plein de méchants comme dans un FPS. Vous pourrez me dire que l'idée n'est pas si neuve, mais vous ne l'avez jamais vue avec autant d'inventivité. Et c'est tout le principe d'un film qui, derrière son scénario à tiroir, cherche à repousser les limites de ce qu'il est possible de faire avec une caméra à grands coups de raccord numérique. Alors l'exercice peut paraître un peu too much, mais perso, voir une baston à moto avec des katanas, et surtout avec la caméra qui passe dans le frein à disque, ça vaut tout l'or du monde. Et oui, c'est d'ailleurs cette fight qui a inspiré celle de John Wick 3. Mais dans un tout autre genre, parlons de Burning de Lee Chang-dong, véritable chef-d'œuvre de mystère et de malaise. On y suit Jong-soo, un jeune homme timide qui retrouve par hasard son ancienne voisine, Aemi. Alors qu'ils se séduisent l'un l'autre, Aemi revient de voyage avec Ben, l'antithèse de Jong-soo. Il est riche et charismatique et le triangle amoureux qui s'installe entre eux vrille petit à petit. Tout est dans le non-dit, l'absence qui porte en soi tout un mal-être générationnel, un sens de l'injustice typiquement coréen. Burning, c'est un bouillonnement de cinéma qui se fait avec pas grand-chose et qui, derrière son élégance très intime, parle en réalité de l'état déliquescent de la société coréenne. Ces deux films et tant d'autres sont à retrouver sur Filmo, dont le catalogue très varié est disponible en abonnement et à la carte. La plateforme propose 2 semaines d'essai gratuit, puis un abonnement à 6,99 € par mois, sans engagement. Mieux encore, avec le code promo ELFilmo Forever, vous pouvez profiter d'un mois gratuit. Les détails sont en description de la vidéo. Alors qu'est-ce qui se passe chez Netflix? En janvier 2024, le responsable des films, Scott Stuber, a quitté son poste. Il était dans l'entreprise depuis 2017, mais il avait ce rôle depuis seulement 1 an avec un salaire annuel estimé à 16 millions de dollars. Officiellement, il est parti pour créer sa propre société. Officieusement, il y avait des débats importants en interne sur l'exploitation des films Netflix au cinéma et plus globalement sur leur gestion autour d'une question. Produire moins, mais mieux. La qualité plutôt que la quantité. Et c'était apparemment une vraie bataille pour maintenir un niveau de qualité, vu le nombre de contenus que Netflix voulait sortir chaque semaine, chaque mois, chaque année. On peut imaginer à quel point c'est une question centrale, puisque l'entreprise a un budget annuel d'environ 17 milliards consacré au contenu en 2024. On peut d'ailleurs noter que ces dernières années, le nombre de films a peu à peu diminué. 90 originales en 2018, 85 en 2022, 49 en 2023 et en 2024, on serait sur 35-40. Scott Stuber avait largement participé à l'explosion de Netflix à Hollywood, avec notamment une grosse présence aux Oscars, avec des films comme The Irishman, Roma, Monk et The Power of the Dog. Tout ça avait permis à Netflix de jouer dans la cour des grands avec des cinéastes de premier plan qui leur avaient offert une crédibilité en or. Mais c'était aussi la phase de l'expansion la plus douteuse, avec des blockbusters moisis pour être gentil, preuve que Netflix devenait bel et bien un studio hollywoodien en bonne et due forme. Avec leur budget de 200 millions de dollars, leur casting quasiment copié-collé et leur ambition affichée de créer des franchises avant même la sortie du premier, The Gray Man et Red Notice sont devenus les meilleurs représentants de ce problème. J'ai pas vu ces films donc je jugerai pas, en tout cas pas officiellement, même si j'ai très envie, mais j'ai vu Adam à travers le temps avec Ryan Reynolds, Agent Stone avec Gal Gadot, et mon Dieu que c'était nul et vide. J'ai aussi vu Minuit dans l'univers avec George Clooney et The Mother avec Jennifer Lopez, et mon Dieu que c'était nul et vide. Mais bon, je suis pas là pour lister mes meilleurs souvenirs de Netflix. Si je raconte tout ça, c'est pas pour partager mes récits de guerre. C'est pour planter le décor de l'arrivée de Dan Lin, engagé en février 2024 pour prendre la place de Scott Stuber à la tête du département film, sous les ordres de Bella Bajaria, responsable du contenu Netflix depuis 2023. Et très vite, il y a eu du changement. Premier gros changement, la manière de produire et superviser les longs métrages au sein de l'équipe des producteurs et
productrice Netflix. Jusque-là, les films étaient divisés selon leur budget, avec en gros d'un côté les films de 30-40 millions et plus, et de l'autre tous les films coûtant moins que ça. Désormais, ils seront divisés par genre avec 4 catégories: action, fantasy, horreur et science-fiction, drame, thriller et films familiaux, comédie et comédie romantique, et ma préférée, films de vacances 2 fois et young adult. Donc est-ce que ça veut dire qu'on aura des films de vacances young adult autour de Jésus? Franchement, je l'espère. Pour accompagner ce gros changement, Dan Lin a viré une quinzaine d'employés, certains haut placés, dans une équipe d'environ 150 personnes. Ces postes ne seront apparemment pas supprimés, il voulait juste adapter le groupe à sa nouvelle vision. Deuxième changement, le choix des projets. The New York Times a sorti un article qui expliquait que Netflix et Dan Lin voulaient calmer les grosses dépenses, principalement en arrêtant les superproductions trop chères comme The Gray Man ou Red Notice qui ont coûté 200 millions de dollars. Ou encore les 2 suites du film À couteau tiré avec Daniel Craig que Netflix a acheté pour la coquette somme de 470 millions de dollars apparemment. Ça va pas ? En lien avec ces exemples justement, il voudrait aussi revoir à la baisse le salaire des acteurs et actrices et des cinéastes. Et pour parler de ces salaires, il faut avoir en tête un truc. Au cinéma, les acteurs et actrices de renom ont souvent un pourcentage sur les recettes, qui permet de considérablement gonfler leur cachet si le film cartonne au box-office. Pour prendre un cas extrême, Tom Cruise a touché au départ un salaire de 13 millions de dollars pour Top Gun 2, mais comme il a un pourcentage sur les recettes dès le premier dollar au box-office, ce qui est assez exceptionnel, il a au final touché beaucoup plus que ça, une bonne centaine de millions apparemment. Mais sur Netflix, il n'y a pas de box-office, donc il n'y a pas de bonus. C'est pour cette raison que les salaires ont pu devenir étourdissants. Sur Red Notice, encore une fois, Gal Gadot, Dwayne Johnson et Ryan Reynolds auraient touché 20 millions de dollars chacun. Ça fait 60 millions sur un budget de 200 millions. Et le réalisateur lui-même aurait touché un très gros salaire, 10 millions environ, alors que le mec il a fait Skyscraper et Agent presque secret, donc on marche sur la tête. Et pour Glass Onion et sa suite annoncée, Daniel Craig et le réalisateur Ryan Johnson auraient touché 100 millions chacun pour 2 films. On peut donc comprendre que Netflix ait envie de calmer le jeu et d'ailleurs ça a déjà commencé. En mars 2023, Netflix a abandonné le film Paris Paramount, une comédie avec Scarlett Johansson, Penelope Cruz et Michael Fassbender, à cause de son budget de 150 millions, dont 80 pour la réalisatrice scénariste Nancy Meyers et le casting. À l'avenir, l'idée serait de repenser ces gros salaires pour avoir un pourcentage peut-être lié aux audiences, donc l'équivalent du box-office, quand on vous dit que Netflix devient un studio comme un autre. Et au-delà de ça, la nouvelle politique de Netflix serait de mieux choisir les films tout simplement. Dan Lin va encourager apparemment son équipe à développer des projets en interne et pas attendre qu'on vienne les chercher, comme le font pas mal maintenant d'acteurs et actrices avec leur boîte de production, qui présentent des packages du genre « Salut, je suis Gal Gadot et j'ai envie de faire une sorte de Mission Impossible Jason Bourne au féminin, ça va coûter 150 millions et ça va être de la merde ». Netflix voudrait aussi se diversifier et ça semble assez logique puisqu'avec le budget de Red Notice, 200 millions encore une fois, on peut faire beaucoup de films différents. Mais pour simplifier, Dan Lin aurait apparemment dit « Il faut faire de meilleurs films ». The New York Times a résumé la situation ainsi. Ce serait le début de l'âge de l'austérité pour Netflix. Et The Hollywood Reporter avait employé la même formule en 2023 avec le départ de Lisa Nishimura, qui gérait les films indépendants et notamment The Power of the Dog, lequel avait permis à Jane Campion d'avoir un Oscar de la meilleure réalisatrice parmi 12 nominations. À l'époque, il parlait de la fin d'une ère où Netflix était l'Eldorado du cinéma d'auteur. En 2024, même discours, même conclusion. Netflix serait en train d'ouvrir un nouveau chapitre. On n'a plus rien à prouver de ce côté, on ne peut plus se permettre de leur donner de jolis petits budgets pour leurs films d'auteur. Maintenant, il faut donner la priorité aux abonnés. Que veulent-ils? Que regardent-ils? Comment les garder et comment les captiver? Voilà en gros ce qu'on entend, ce que serait Netflix pour les prochaines années. Ça fait beaucoup d'informations plus ou moins inquiétantes, et c'est sûrement pour ça que Ted Sarandos, le co-PDG de Netflix, a répondu à cet article du New York Times en disant que Netflix ne comptait pas produire moins de films. Ils veulent apparemment simplement continuer à faire des bons films et les rendre encore meilleurs à l'avenir. Reste que dans la réalité, il y a quelques exemples qui ne font pas de la bonne pub à Netflix. Notre préféré, c'est Aurora, le film catastrophe que Catherine Bigelow devait faire avec eux. Annoncé depuis plusieurs années, le projet a été abandonné discrètement, malgré les déclarations de Scott Stuber en 2023 qui disait adorer Catherine Bigelow et vouloir absolument travailler avec la réalisatrice de Demeanor et Strange Days. The New York Times note aussi que plusieurs cinéastes qui avaient travaillé par le passé avec Netflix sont depuis allés voir ailleurs. Par exemple, Martin Scorsese chez Apple avec Killers of the Flower Moon, mais aussi son prochain film avec DiCaprio qu'il a déjà annoncé. Il y a aussi Maggie Gyllenhaal avec The Bride, le film sur la fiancée de Frankenstein, qui devait au départ se faire chez le géant du streaming, mais finalement Warner l'a récupéré. Il y a aussi Scott Cooper qui fera son biopic de Bruce Springsteen chez Disney, produit par Scott Stuber pour son premier film post-Netflix. Et en préparant cette vidéo, j'ai lu que Netflix avait sorti un gros chèque pour mettre la main sur une série pour ados présentée comme une sorte de Beverly Hills et qui sera coproduite par Kim Kardashian et la créatrice de Pretty Little Liars. Je vais rien dire, hein, je trouve que je vais pas être méchant, voilà, mais c'est juste intéressant comme timing avec tout ce que je viens de dire. Alors vous allez me dire quel est le lien avec Rebel Moon et Zack Snyder? Bonne question.
Moi je me demande si les problèmes de ces films ne sont pas liés à la gestion de Netflix et ce côté carte blanche qu'on donne à des cinéastes plus ou moins connus, histoire de les attirer et de les laisser s'amuser. Zack Snyder a eu l'idée de Rebel Moon quand il était très jeune, comme Sucker Punch, et en 2012 il a même pitché à Lucasfilm comme un spin-off de Star Wars. Il avait également réfléchi à en faire une série avant d'entrer chez Netflix avec Army of the Dead. Et la question ici c'est de savoir comment les artistes sont accompagnés et encadrés chez Netflix. Pas mal de gens ont une mauvaise image des producteurs et productrices et des studios en général, comme si leur métier était simplement d'empêcher les cinéastes, de leur mettre des bâtons dans les roues et de leur donner des contraintes bêtes et méchantes uniquement liées à l'argent et au business. Alors je dis pas que ça n'arrive pas, il y a plein d'exemples qui prouvent le contraire, mais je pense que c'est simpliste et caricatural d'opposer les gentils réals qui seraient des artistes purs d'un côté et les vilains producteurs qui seraient là pour l'argent de l'autre. Quantité de producteurs et productrices sont des gens passionnés qui se battent corps et âme pour aider les artistes, les faire émerger et faire exister leur travail. Le cinéma est un art et un business, tout le monde le sait, et les bons producteurs et productrices font précisément ça, protéger l'équilibre. Je pense que pas mal de gens ont l'impression que Netflix donne trop de liberté dans le sens il n'y a pas de vrai accompagnement, de vrai développement pour tirer le meilleur des idées, des projets et des scénarios. Chez Vanity Fair, la productrice Deborah Snyder racontait comment Rebel Moon était devenu un film en 2 parties, puisqu'au départ c'était un seul scénario. Mais ça aurait fait un film trop long, ça aurait donné un film de quasiment 3 heures, et Scott Stuber leur a dit que les films de moins de 2 heures marchaient mieux sur Netflix. Deborah Snyder a répondu que couper 1 heure allait desservir les personnages, et Stuber lui a dit « Ok, faisons 2 films, tout simplement. » Voilà comment ça a été décidé. Du coup, on a 2 films de 2 heures environ, au lieu d'un film de 3 heures environ qui aurait été trop long. Est-ce que ça n'aurait pas été mieux d'avoir un seul film de 3 heures qui se tient, ou de demander à Zack Snyder et ses co-scénaristes de couper un peu pour avoir, je sais pas, un film de 2h30 par exemple? Alors évidemment, j'en sais rien, je me pose ces questions parce que quand j'ai vu Rebel Moon 1 et 2, je me suis sincèrement dit, mais y a-t-il quelqu'un qui a encadré ce projet, donné un avis sur le scénario, incité à le consolider, le retravailler, l'affiner? Y a-t-il un pilote dans l'avion Netflix? Parce qu'on parle quand même d'un film qui a coûté plus de 160 millions, donc c'est pas rien. Et c'est normal et très sain de remettre en question un projet de film, que ce soit sa durée, sa dramaturgie, son début, sa fin, son rythme, enfin il me semble que c'est important, c'est ce qu'on appelle une collaboration. D'ailleurs c'est marrant parce que j'ai découvert que Zack Snyder était lui-même directeur de la photo sur Army of the Dead et Rebel Moon, comme à ses débuts dans la publicité. Ça m'a fait me demander, est-ce que ce serait pas là aussi le symptôme d'une carte blanche laissée au réalisateur? Ça donne un peu l'impression que Netflix peut filer beaucoup d'argent et peu de contraintes et conseils, comme si c'était plus important de s'acheter l'amour des réals que de veiller à la qualité des films. Qui est d'autant plus intéressant ici, puisque Zack Snyder, comme tout le monde le sait, est passé chez Warner Bros, où il a travaillé pendant l'une des périodes les plus chaotiques du studio à cause des producteurs. Mais bon, tout ça, ce sont juste des questions, j'en sais rien, mais comme vous, je m'interroge en voyant la qualité douteuse de certains films, qui me donne franchement, sincèrement, l'impression qu'il y a un problème. Et quand je parle de problème, je veux pas dire tiens, il y a des films sur Netflix que j'aime pas, donc il y a forcément un problème. Au-delà de savoir définir ce qu'est réellement un bon ou un mauvais film, c'est éminemment subjectif et tant mieux, tous les studios font des films qui vont plus ou moins plaire aux gens. C'est complètement normal et tout le monde aura son petit avis pour dire qui sont les studios où il y a le plus de bons films ou de mauvais films. Moi, quand je parle de problème, c'est vraiment sur cette sensation d'un contrôle beaucoup trop laxiste sur certains de ces films, qui devient encore plus évident et spectaculaire avec des budgets de 100 ou 200 millions. En d'autres termes, sans être le plus grand fan de Zack Snyder, je trouve qu'il a prouvé son talent dans plusieurs films par le passé, et même dans les films que je n'aime pas de lui, je vois un savoir-faire. Mais chez Netflix, pour moi, il a signé ses pires films, avec 3 navets en l'espace de 4 ans. Alors, est-ce que c'est une coïncidence? Peut-être. Peut-être que je dis n'importe quoi et que tout va bien chez Netflix. Mais le hasard a fait que je suis tombé sur une interview très récente du scénariste Brian Helgeland en préparant cette vidéo. Il raconte qu'une suite de Chevalier, ce film de 2001 avec Heath Ledger, a failli exister. Sony voulait la faire avec Netflix, mais Netflix aurait testé l'idée dans ses algorithmes magiques qui ont indiqué que ça ne marcherait pas. Alors on dirait une blague pour se moquer de Netflix et leur algorithme, mais apparemment c'est la réalité. Et je me demande donc si cet algorithme existe vraiment chez Netflix et ailleurs, et s'il a permis de valider Rebel Moon. Peut-être que le pitch Zack Snyder fait un Star Wars a suffi à l'algorithme, mais est-ce que ça suffit à faire un bon film, ou même un film qui va marcher auprès du public et même des fans de Zack Snyder? Évidemment que non. Mais bon, encore une fois, tout ça, ce sont mes modestes petites questions. Officiellement, Netflix va très bien, il me semble. En mars 2024, ils ont annoncé avoir gagné encore 9 millions d'abonnés pour s'approcher des 270 millions d'abonnés dans le monde. D'ailleurs, pensez à vous abonner à Écran Large, ça vous donne accès à des dossiers exclusifs chaque semaine, quasiment chaque jour, et ça nous permet de continuer à faire des vidéos comme ça, et les détails sont dans la description de la vidéo. Pour Netflix, avec 270 millions d'abonnés, ça reste le leader du marché. Amazon Prime Video en aurait 200 millions, Disney+ avait perdu des gens début 2024 pour être maintenant aux alentours de 110 millions d'abonnés comme HBO Max, qui s'appelle Max maintenant, et globalement on peut dire que ces chiffres sont rarement très précis, voire fiables.
Au premier trimestre 2024, le chiffre d'affaires de Netflix s'élevait à 9,3 milliards et leur bénéfice à 5,2 milliards, ce qui était plus haut que les estimations, donc a priori tous les voyants semblaient au vert. Néanmoins, Netflix a annoncé qu'ils allaient arrêter de partager leur nombre d'abonnés à partir de 2025, sauf pour des caps exceptionnels, en expliquant que désormais ce n'était plus le seul critère pour mesurer leur succès. Ça peut sembler inquiétant ou étonnant, mais en fait, Netflix s'adapte au marché. Leurs concurrents sont moins transparents, notamment Amazon et Apple. Et c'est aussi pour s'adapter au marché que Netflix a fait évoluer le prix des abonnements, le partage des comptes, la publicité. On peut aussi mentionner que Netflix s'est placé sur le secteur du catch avec un contrat à plusieurs milliards de dollars pour le plus grand bonheur de Déborah, notre experte en la matière, et que Netflix gagne beaucoup d'argent en devenant une plateforme où sont diffusés des films et séries d'autres studios, notamment Sony. Finalement, les films originaux deviennent peut-être un support, un détail dans le grand plan du business de Netflix. Tiens, ça fait encore un point commun avec les gros studios. Et peut-être aussi qu'il y a effectivement une inquiétude chez Netflix à cause de l'explosion de la SVOD et de la concurrence. L'offre grossit, forcément le public est fragmenté, voire perdu. Une étude de l'entreprise britannique Digital Eye sortie en avril 2024 a d'ailleurs expliqué que Netflix aurait eu 2 fois moins de gros succès en 2023 qu'en 2022, en définissant un gros succès par un film ou une série visionnée par au moins 30% des abonnés. Ce qui peut être assez intéressant pour comprendre les manœuvres en coulisses. En tout cas, avec tout ça, je suis encore plus curieux de voir le film Electric State, le prochain gros film Netflix qui a l'air pensé comme une autre de ses super productions. Réalisé par les frères Russo derrière les 2 derniers films Avengers et The Gray Man, avec Millie Bobby Brown et Chris Pratt, adapté d'un roman graphique, et qui raconte l'histoire d'une jeune fille qui part à la recherche de son frère avec un robot, dans un univers post-apocalyptique et dystopique où une guerre entre robots a ravagé l'Amérique. Récupéré par Netflix et tourné en 2022, le film aurait coûté 200 millions de dollars, voire plus, et il sera peut-être l'un des derniers représentants de son espèce sur Netflix. Il n'a pas encore de date de sortie, mais vous inquiétez pas, on surveillera ça de très près. Et d'ici là, n'oubliez pas, Écran Large, c'est pas que des vidéos, c'est aussi un site avec des news, des vidéos et des critiques, et un podcast. Continuez donc à nous lire, nous écouter, nous regarder et nous aimer évidemment, et n'oubliez pas de réclamer s'il vous plaît un podcast sur les jeux Tomb Raider, parce que Judith et moi, on veut convaincre l'équipe de nous laisser le faire. En attendant, merci d'avoir regardé cette super vidéo où j'ai prononcé Netflix 450 fois, et je vous dis à bientôt, salut. Stop.